Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alex, de Kevin et de Thierry, qui n'est plus à la rédac de No Life depuis une semaine. Bienvenue dans ce dernier Extra Life. Alors donc Thierry, normalement Extra Life c'est une émission dans laquelle on parle de jeux vidéo, dans laquelle on reçoit aussi, on a reçu à plusieurs reprises des grandes personnalités du jeu vidéo. Aujourd'hui c'est le tout dernier numéro d'Extra Life Ava et c'est toi qu'on reçoit pour parler un petit peu de ce que tu as fait. Alors est-ce qu'on peut commencer par parler de ton parcours? Alors j'aime bien, j'ai envie de dire cette phrase parce que c'est ce que tu dis aux invités qu'on reçoit en règle générale. On va commencer par parler de votre parcours. Mais là, c'est vraiment ce qu'on va faire en fait. Ouais. On va commencer à parler de ton parcours. Donc avec Alex et Kevin, on te connaît un petit peu, ça fait un bail qu'on taffe avec toi. Est-ce que tu veux bien nous parler de vraiment tes premiers moments avec le jeu vidéo d'un point de vue professionnel? Ah, d'un point de vue professionnel, moi ça a été, c'était une période où j'avais fait un bac+2. Ensuite, j'ai longuement réfléchi à quelle licence faire. Ouais. J'ai tellement réfléchi que j'ai raté toutes les inscriptions à l'université, donc aux grandes dames de mes parents. À ce moment-là, j'ai eu une annonce de Tilt, le magazine Tilt, qui cherchait des pigistes. Je me suis dit, oh, je vais envoyer une candidature. Et en même temps, j'ai envoyé une candidature spontanée à Génération 4, qui était le magazine que je lisais régulièrement. Et c'était en 94, donc je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. Et Tilt est mort quelques mois plus tard. Donc ils m'ont jamais répondu, mais Gen 4 m'a répondu. Et ma première critique d'essai qui n'a pas été publiée, c'était Alien Breed sur Amiga. Et voilà. Et ensuite, la critique leur a plu. Je suis rentré à la rédaction. Donc c'était vraiment au tout début, quoi. C'était le papier, sans internet, donc pas de screenshot. C'était des hectas. C'était des hectas qu'on flashait. T'avais plein de trucs vraiment très très vieux, quoi. Et c'était le début, la presse papier. C'est que des feelings là, Thierry. C'est vieux. Déjà, je vous préviens déjà qu'on a envie de chialer, là, on va chialer. Donc, tu as continué ensuite dans la presse écrite, PC Force. Ouais, Gen 4, donc au début, donc j'étais pigiste. Ensuite, j'étais pris à plein temps. Ouais. Ensuite, je me suis occupé des critiques. Je suis devenu chef de rubrique. Et puis après, au bout d'un moment, un collègue est arrivé qui venait de Joystick. Et donc, avec lui, on a lancé un nouveau magazine qui était consacré aux jeux PC, qui s'appelait PC Force. Ça a duré 1 an. On était super fiers. Ouais. Parce que vraiment, c'était un format un peu différent. On a cassé un petit peu certains des codes, on a fait une couverture de l'E3 de l'époque, ça remonte à super longtemps, qui était pour moi, c'est un truc dont je suis très fier. Et on s'est bien marré pendant 1 an, mais ça s'est arrêté parce que le magazine ne se vendait pas. D'accord, ok. Mais parce que peu de temps avant, c'était vraiment l'époque où les magazines, la presse papier jeux vidéo, elle était plutôt à l'aise. On a fait 100 000 exemplaires sur Gen 4 régulièrement. Il suffisait d'avoir une couche Star Wars et bing, c'était jackpot. Le numéro 100. 100 000 exemplaires par rapport au magazine qui vendent aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est 10 à 20 fois plus que ce qui se vend ça dépend, les plus gros titres aujourd'hui, ils sont diffusés à... Non, à plus. Les jeux vidéo, magazines, tout ça, c'est diffusé à plus de 10 000. Mais 15 000. Nous, on a bossé un petit peu dans la presse écrite et des 100 000. Mais sinon, tu fais jamais ça. Et puis c'est marrant, c'est vraiment la grande époque des compétitions. C'était de la compétition qui se faisait pas sur les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas vraiment, parce qu'Internet n'était pas là. Et le Minitel, tu faisais pas de compète sur le Minitel. Et donc du coup, c'était des interactions entre les gens où des clans se créaient. Donc évidemment, tu avais Nintendo versus Sega, tu avais Amiga versus Atari ST, et puis tu avais également Joystick versus Génération 4. Exactement. Et donc on se tirait la bourre, et c'était très intéressant. D'ailleurs, les deux magazines en profitaient, parce que parfois les gens lisaient les deux pour voir un petit peu les réponses de la rédaction concurrente, et ça faisait tout un jeu. Mais c'était vraiment 2 écoles différentes, quoi, l'école Gen 4 et l'école Joystick. Mais est-ce que derrière, en fait, vous étiez copains, tout ça, ou non, ça s'insultait? Ensuite, à notre niveau, oui. Ensuite, au niveau des rédac chefs, qui étaient des vieux rédac chefs, qui fonctionnaient un petit peu bizarrement à l'époque, quoi. Ils n'étaient pas vraiment toujours passionnés de jeux vidéo. Donc là, je sais pas s'ils se tapaient dessus ou pas, mais je pense pas non plus. La plupart des gens étaient vraiment là pour s'amuser. Moi, déjà à l'époque, je prenais ça vachement au sérieux. J'étais un peu chiant, etc., comme aujourd'hui, je pense. Donc le jeu vidéo, moi, j'en parlais sérieusement, quoi. C'était pas pour déconner, quoi. D'accord. C'était toute une époque de la presse. C'était cette époque où tu pouvais mettre Force derrière une plateforme pour un titre de magazine. Ça suffisait à l'époque. Ça suffisait. C'est Force. C'est vrai qu'à la réflexion, c'était un peu con. À l'époque, on était là, PC Force, d'accord. Et il y a eu d'autres trucs comme ça. Il y a eu ces vagues de trucs où tu mettais Play, Fun ou truc. T'avais Banzai et Supersonic. Banzai pour l'officiel, le magazine Nintendo et Supersonic pour celui de Sega.
Total Console, t'as des trucs. C'était ces mots un peu percutants. C'était facile, tu mettais. Aujourd'hui, on avait PC Fun. PC Fun. Toi, t'as tout dedans. C'est des loisirs. Oui, effectivement. Effectivement, c'était facile à l'époque. Et alors, mais du coup, donc bon, il y a Internet qui est venu au bout d'un moment. Voilà, donc les difficultés de la presse papier, mais les joies de l'Internet. Et ta transition. Excuse-moi, juste avant qu'on quitte la presse papier, c'est quelque chose qui peut te manquer, toi, qui a pu te manquer, disons, après l'avoir quitté la presse papier. Après, fait Gmag ensuite, mais. Ouais, Gmag, mais c'était en tant que pigiste. Ouais, j'aimais bien en fait le concept sur la presse papier, c'est que t'avais 3 semaines de travail intense, t'avais une semaine, tu te commandais plus rien. C'était la semaine de pause, etc. Et ensuite, il fallait que tu rebosses 2 fois plus pour rattraper le retard. Mais t'avais vraiment cette période d'après-bouclage qui était très sympathique, où là, on tapait les jeux de cartes, on jouait à Super Bomberman. Et on comptait les billets. Non, les billets. Non, ça, c'était chez Joystick, justement. Hachette payait beaucoup plus qu'à Presse Image à l'époque. Donc, il reste une petite rivalité, visiblement. Puis voilà, ils étaient vraiment payés beaucoup plus. Alors qu'en travail en télé, t'as quasiment un bouclage par soir. Il faut tomber la critique. C'est différent. La télé, c'est comme Internet. Du coup, t'es tout le temps sous pression. T'as pas vraiment de pause. Donc, ça manque un petit peu, ces périodes de relâchement. D'accord, alors, du coup, mais là, j'ai plus de transition. C'est trop tard. Donc, Internet. T'as bossé, parce que tu t'es un animal qui s'adapte, Thierry. Internet, t'as bossé aussi sur Internet, t'as fait part de tes feelings concernant le jeu vidéo sur Internet. Alors, sur quelle plateforme, sur quoi, quand, avec qui? Alors, du coup, sur Internet, j'avais participé au lancement d'un site qui s'appelait Game Data. Donc déjà, qui était fait avec des potes, qui était fait avec d'anciens rédacteurs de PC Force. C'était l'époque où on pouvait mettre data derrière les... Non, moi j'aime bien. Et c'était sympa, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et derrière, donc j'ai travaillé chez Multimania. Donc là, ça n'avait plus rien à voir. C'était pas une rédaction de jeux vidéo, c'était vraiment un site global avec plein de portails dédiés à différentes thématiques. Et moi aussi, c'était là où C'était un site d'hébergement. Voilà, un site d'hébergement où n'importe qui pouvait avoir un compte et faire son site internet. À l'époque, les blogs, même les blogs n'existaient pas. Donc pour s'exprimer, il fallait faire son petit site. C'est l'époque où les gens faisaient des sites tout roses, bleus, verts, avec des icônes, avec des petites étincelles. C'est de cette époque-là que vient le site de Georges Martin aujourd'hui. Georges Martin, l'auteur. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, le site de Georges Martin, mais il l'a fait tout seul en même temps. Mais il est peut-être hébergé chez Multimania. C'est pas impossible. Et donc tu t'as fait là-bas, mais tu faisais quoi exactement? Et donc du coup je m'occupais en fait du portail thématique jeux vidéo, donc j'écrivais des news, je mettais en avant une espèce de une consacrée au jeu, et j'ai également fait des interviews, des petits podcasts, des trucs qui étaient enregistrés et ensuite diffusés. C'était quoi fin 90, début 2000 ça? J'aurais dû ressortir en fait mon CV parce que du coup je me rappelle plus vraiment des dates. Mais c'est vers là, Multimania, oui, c'est fin 90, début 2000. C'était à l'époque des zinzins de l'espace en jeux vidéo sur PC. Oui, 2001. C'était Sébastien Hamon. C'était Sébastien Hamon, que j'avais reçu d'ailleurs à l'époque à Multimania, qui nous a quittés il y a quelques temps aujourd'hui, et qui était une des personnes qui m'avait donné envie de rentrer dans le milieu du jeu vidéo. Parce que j'avais fait un stage il y a très longtemps, avant que je rentre dans le jeu vidéo, chez Silmarils. Et en fait, en faisant mon stage, donc c'était en Seine-et-Marne, moi j'étais étudiant, c'était un stage de lycéen, je crois, quelque chose comme ça. Et non, peut-être pas, un stage de DUT. Et derrière, je vois un journaliste qui débarque, Seb, qui est habillé d'un grand manteau noir comme ça, et qui pose quasiment aucune question, qui fouine, qui observe. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Qu'est-ce qu'il va faire, etc. Je lis son article c'était une tuerie. Il avait tout compris, il avait tout raconté, c'était drôle à mourir, c'était excellent. D'accord. C'était une des meilleures plumes. C'était une superbe plume. Et justement, c'est aussi quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui donc a choisi de devenir développeur de jeux vidéo. Et qui a fait les zinzins de l'espace, que j'avais interviewé à cette occasion-là. D'accord. Donc ça, c'était un petit peu ton expérience... ensuite, Multimania était devenu Lycos, donc j'ai fait un peu la même chose. J'ai eu l'occasion de couvrir le Tokyo Game Show pour la première fois. Il me semble d'ailleurs que c'était mon premier voyage au Japon, donc c'était vraiment quelque chose. C'était ton premier voyage c'était ton premier press tour et tout, non? Non, c'était pas mon premier press tour. J'avais fait des E3, des ECTS avant, en presse papier, mais c'était la première fois que j'allais à Tokyo. Et là, coup de cœur pour le Japon, pour Tokyo, etc. Mais vraiment, c'est un pays que j'adore, une culture que j'adore. Dès que j'ai l'occasion, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion, là j'aimerais bien y retourner. D'accord. Tokyo, le Japon, le pays du bœuf fromage.
Et donc, à la suite de cette expérience Internet, Thierry, tu t'es très très vite intéressé. Je te la fais à la Thierry Ardisson. Tu t'es très très vite intéressé à la télé. En fait, ça commence à se lancer pas mal. Donc ouais, du coup, j'ai rejoint GameProd, différentes boîtes de prod, GameProd. Et donc là, j'ai travaillé avec Alex Billy, avec toi également, avec Sylvain. Et on faisait une petite émission. Donc je faisais des sujets en fait de temps en temps dans cette émission qui était diffusée sur Gin17. J'ai également bossé pour une autre boîte de prod qui elle faisait des émissions consacrées aux jeux de sport, ce qui est carrément pas mon truc, mais on avait vraiment beaucoup de moyens, c'était rigolo à faire. Et ça passait sur Eurosport. Ouais. Et alors juste pour la petite anecdote, parce qu'effectivement à l'époque j'étais à GameProd. Ouais. Et donc il y a Alex Billy qui aussi nous regarde, que je salue. Pareil. Et qui avait une émission donc sur Vision 17 qui s'appelait Next Gen. Next Gen, c'est ça. À la base il voulait l'appeler Next, mais on lui a dit non, il y a une émission qui arrive qui s'appelle Next. Tu sais, c'est une émission avec un bus où on dit Next. Et puis tu sais, c'est des gens un truc de rendez-vous, enfin un truc de merde. Et donc il a été obligé d'appeler son émission Next Gen, une émission de jeux vidéo. Et il faisait appel à des journalistes, dont toi. Et je me souviens, alors petite anecdote, le jour où tu étais censé passer à GameProd, il était venu me voir. Il me fait, il y a un nouveau journaliste qui va bosser pour moi là, sur Next Gen là. C'est probablement le meilleur. Putain, j'ai cru que tu allais te dire le contraire. C'est une ordure. Je suis désolé les mecs. Et je lui ai dit quoi? Il m'a dit c'est probablement le meilleur journaliste jeux vidéo de France. Et donc je lui ai dit oh, c'est marrant ça. Bon, d'accord. Ok. Mais après, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai su que c'était toi, bah, évidemment, je te connaissais, mais même pas à travers ton taf sur Gencat ou quoi que ce soit, parce que j'étais à l'école avec ton petit frère. Ouais. Ce Thierry, il vient du 77. Donc, à la base, c'était une connivence voilà, maximum, c'était une belle personne. Mais non, il vient du 7-7. Quelque part parvenu. Lucky 7. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lucky 7. Lucky 7, c'est vrai, ça se tient. Bref, c'était pour la petite anecdote. Mais, donc, GameProd, avec Virgin 17 et Alex Billy. Mais pas que, Thierry. Pour la télé. Pour la télé. Ensuite, il y a eu Game One, ouais. Bah ouais. Ouais. Donc après, j'ai arrêté. Là, j'étais pigiste, du coup, pendant une petite période de temps. Et ensuite. tu faisais que ça. Tu faisais que de la pige. Je faisais que de la pige, ouais. Mais pour GameProd. Pour GameProd et puis pour Eurosport. Pour Eurosport. Ouais. Donc, je crois que c'était tout à l'époque. Et puis je faisais du doc aussi un petit peu. Ouais. À l'époque, j'avais fait le doc Another World sur les 15 ans. C'était après Game One, ça. Tu avais déjà quitté Game One. J'avais déjà quitté Game One. Non. C'était entre la période entre Game One et No Life où tu faisais plein de choses. C'est flou. Mais du coup je confonds peut-être que Next Gen et Virgin 17 et du coup Eurosport c'était après Game One. Mais c'était complètement après Game One. Il faut savoir que moi les dates c'est. Donc oui, il y a eu Game One auparavant. Début 2000, il y a eu Game One. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'expérience GameProd et compagnie. Mais si on peut revenir un petit peu sur Game One. Ah ouais, Game One. Game One, c'était marrant. Je me suis retrouvé donc projeté dans sur cette chaîne. Donc il y avait des gros problèmes à l'époque. Il y avait des grosses tensions entre la rédac et la direction. Je crois que tu m'as dit que quand tu es arrivé, tu n'étais pas trop au courant de la tension qu'il y avait et que tu étais surpris par l'animosité que les gens ont eu directement envers toi et Toby. C'était terrible. Vous êtes arrivés ensemble. On n'a pas pigé. Et ensuite, il y a des gens qui étaient très compétents qui sont partis. Il y avait d'autres personnes qui étaient moins compétentes qui sont restées et qui sont finies par partir. Donc, Infogrames rachète 100% de Game One. La situation se dégrade à l'intérieur de la société, comme on l'a appris ensuite. Libé a fait un papier là-dessus, donc Sportouche négocie avec les éditeurs de la pub en échange de bonnes critiques, ce genre de choses, ce qui est complètement interdit. Et il a même dit, Erwan, qui l'interviewait à l'époque pour ce sujet-là, lui posait des questions au téléphone et il disait mais non, mais il n'y a aucun problème, je vous réponds. Et il le disait comme si ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire que pour lui, c'était normal que ça se passe comme ça. Évidemment, à l'intérieur de Game One, les gens étaient déprimés de cette situation. Marcus a donc claqué la porte, il est parti. D'autres personnes sont parties. Et c'est dans ce contexte-là que Thierry et Tommy arrivent. Et on trouvait une rédac exsangue. Moi, je travaillais quasiment plus. Je faisais un truc vraiment de temps en temps, mais je crois que, il m'avait arrêté. Sportouche, j'avais arrêté Mémoire Vive à ce moment-là aussi, donc j'avais quasiment plus rien. Quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit tu fais quoi? Je suis import, rétro. Il fait on arrête tout ça. Donc j'avais plus rien à faire. Et donc toi, t'arrives dans ce contexte-là. J'arrive dans ce contexte-là, ouais. Et donc du coup, pas évident au début. Et ensuite, on a surtout profité d'un truc, c'est que donc Marcus et l'article sur Libé ont vraiment fait très très mal à Game One à l'époque et ont fait très peur à ces personnes qui essayaient de manipuler la rédaction. Et donc du coup, quand on est arrivé, ça a été la liberté la plus totale. On n'a pas eu de problème.
nous, contrairement à la rédaction précédente, donc on faisait ce qu'on voulait. Et par contre, on était propulsé devant les caméras, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Ouais. Et donc là aussi, ça a été étonnant, puisque du coup, on était chroniqueurs, on n'était pas animateurs. Donc on a embauché un premier animateur qui ne le faisait pas du tout, qui prenait nos figurines, sans présenter des figurines à l'antenne, et ensuite il disait voilà, bon, on a vu la figurine, il achetait. Et toi, t'étais là, la figurine, quoi, des trucs collector, etc. Non, mais il comprenait pas. Pour lui, le jeu vidéo, c'était, bon, on s'en foutait, quoi, du jeu vidéo. Surtout, c'était un gimmick, il essayait de faire une certaine forme d'humour comme ça. Allez, à la Gaston Lagaffe, allez, on passe à la suite. T'avais la belle figurine de je sais pas quel jeu, puis ensuite, il y a Julien Teloup qui est arrivé, qui lui, pour le coup, aimait bien le jeu vidéo, était un bon animateur. Et derrière, bah voilà quoi, c'était intéressant parce qu'on a pu vraiment lancer plein de documentaires. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça, c'est vrai. Vous avez créé ce que vous appeliez le pôle doc, qui n'existait pas avant. J'avais pris la charge à la fin. Voilà. Et donc, c'était une grosse volonté de toi et Tommy de vraiment mettre l'accent sur les docs. Il y en avait un par mois, je crois. De montrer les coulisses de développement du jeu vididéo. C'est ça. Donc, c'était des gros tournages. C'était des gros tournages. Déjà à l'époque, t'avais envie de montrer ça. Mais il a fallu, avant que vous créiez ça, il y a une longue période, je pense, où vous avez gagné petit à petit la confiance de tout le monde. Donc des monteurs qui sont là-bas, comme Victorien, ça, c'était le plus beau. Ça a été vraiment la rencontre. Si avec l'ancienne rédaction, ça a été difficile pour d'évidentes raisons. Par contre, avec les équipes techniques, c'était magnifique parce qu'on est tombé sur des super pros, mais vraiment des super méga pros, quoi. Les mecs, c'était des brutes. C'est toujours des brutes aujourd'hui en termes de montage. Victorien et Pili, les gens connaissent Pili comme présentateur sur 101%, mais c'était un monteur et effectivement, c'était un des meilleurs. Avec moi, j'ai appris plein de trucs avec lui. Puis c'est aussi quelqu'un qui a un point de vue, travailler avec lui, c'est un combat. Mais après, le résultat est... c'était impressionnant. J'ai bossé aussi avec Tristan. Tristan qui a, pareil, il travaille maintenant, enfin il ne travaille plus, mais il a travaillé longtemps à France Télé. Sur France 4, c'est lui qui a fait la soirée Katsuka, la soirée animation sur France 4, les soirées... c'est lui qui pousse pour avoir ce genre de contenu. On a travaillé avec les meilleurs cadreurs aussi, avec Laurent Patureau... avec Alex Gorski, des mecs, c'était des geeks de l'image, quoi, des vrais passionnés. Mais vous aviez réussi à obtenir leur confiance, et moi, quand je parlais avec Alex Gorski... C'est la découverte la plus totale. Le monteur, a priori, avant, ça se passait différemment, il n'y avait pas vraiment d'interaction entre la rédaction et les équipes techniques. Nous, on était tout le temps avec les monteurs, on kiffait de les voir travailler, etc., de voir avancer un petit peu notre propos, la façon dont ils mettaient des petits effets, qui rythmaient un petit peu notre discours, etc. Le cadre, c'était hyper... T'étais vraiment sécurisé, tu pouvais te concentrer toi uniquement sur mettre à l'aise la personne, lui poser les bonnes questions. Le cadreur, lui, il déplaçait tout dans la pièce, etc., de manière à avoir le plus beau cadre possible. Il maîtrisait tout cet aspect-là parfaitement. Et derrière, c'était un plaisir de découvrir les images. Parce qu'il faut savoir que les cadreurs, tu vois, une fois le tournage fini, on en avait un, en tout cas Alex, il chopait une sorte de petit truc qui permettait de visionner ses DV. Et dès qu'il avait fini le tournage, il regardait ses images. Ok, comme ça, un vrai passionné. Et nous, on regardait en même temps, et ensuite, on découvrait tout ça, évidemment, au montage. Et donc du coup, on a beaucoup participé. Donc, à l'époque, moi, j'étais plus technicien, j'avais plus d'émissions à faire, et de temps en temps, on m'appelait pour monter un focus. C'était une espèce d'émission de 12 minutes, ce genre de choses. Et je voyais bien ce qu'ils faisaient, avec Pili, Victorien, au montage, et Alex au cadre. Et la qualité était tellement bonne, mais vraiment... le cadre, je savais, personne n'arrive à la cheville de Gorski, clairement. C'est le sensei, quoi. Et je voyais le montage que les autres faisaient, et ça me mettait la pression quand Thierry, tu m'avais confié, je crois, le montage d'un Prince of Persia, le 1, je devais faire le montage du making of. J'essayais de trouver toutes les ressources que j'avais, que je pouvais faire pour lui proposer des trucs que les autres ne faisaient pas, pour mériter ma place à la hauteur. À l'époque, faut préciser, donc c'est un petit peu, tu devais rendre des comptes à Thierry, c'est ça? Non. J'étais technicien. Tu le scrollais un petit peu. Ouais. D'accord. J'étais technicien et j'étais engagé par Jean-Marc Dupire, qui était le directeur des programmes, pour faire ce montage. Et Thierry, donc, était le journaliste réalisateur du 26 minutes. Okay. Et donc, j'ai essayé de trouver des astuces. Bon, alors là, je vais essayer c'était le coup du sable du temps qui revenait en arrière. Alors, je voyais l'effet dans le jeu, j'ai essayé de le reproduire moi-même, et j'ai essayé de l'épater. Et quand il était content, quand il était épaté, j'ai dit, oh, yes! Parce que les autres sujets étaient tellement bien faits que je voulais, je voulais mériter ma place en tant que technicien, bien sûr. comme les autres, quoi. Tu regardais, toi, un petit peu Game Watch à l'époque?
Donc t'as vu sa tête et tout? Oui, d'accord. Mais ça, c'est ce que on l'a pas encore tourné, mais c'est tout le genre de truc que je vais dire pendant le debug mode. D'accord. Pour le debug mode. Ok. Donc tu te réserves d'anecdotes croustillantes? Bah oui, je veux pas dire ça maintenant, ça ne concerne personne. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut voir, ce qui est important, je pense, c'est que les gens disent souvent, je me souviens de Thierry et Tommy dans la Game Zone, mais le travail qu'ils faisaient sur les documentaires, on les voyait pas à l'écran pendant les documentaires, mais c'était énorme. Je vois peu de gens qui disent ah ouais, l'époque des docus, et pourtant il y avait une vraie fierté. Après, quand on allait boire des coups, après on était tous fiers de ce qu'on faisait, quoi. Quand vous buviez des grenadines, bien sûr, après le travail. On buvait des grenadines, oui. Évidemment. Parce que c'était dans le 10e arrondissement, il y avait plein de bars autour, c'était facile. Des bars à grenadines. Et donc, après cette... À moins que tu veuilles encore t'étendre sur Game One, après cette période... Moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter qui est essentiel. On a pu monter No Life grâce au fait qu'on ait d'abord fait une boîte de prod qui s'appelle Pocket Chami, qui nous a donné l'expérience et les capacités techniques ensuite de monter No Life. Et Pocket Chami, c'est encore une fois Thierry et Tommy qui nous commandaient des sujets. Donc après Prince of Persia et tout ça, j'ai monté ma petite boîte de prod et je proposais mes sujets à Game One. Et c'est toujours Thierry et Tommy qui allaient voir la direction en disant voilà, ils nous proposent ces sujets-là, celui-là il faut le faire absolument, ça c'est important. Et grâce à eux, on avait régulièrement des sujets à rendre. À Game One. J'ai une anecdote, à l'époque, il y avait aussi, j'ai découvert pour la première fois les mémoires vives. J'étais très très impressionné par celui qui avait été consacré à Castlevania. Il y a un autre consacré au shoot'em up. Et j'ai compris que plus tard, en fait, qu'Alex, je le connaissais en fait, mais par un biais autre, c'est que j'avais eu la VHS de Bitoman. À une époque, et j'avais pas du tout fait le lien en disant genre Alex, non, c'est lui qui a fait Bitoman et France Faille, etc. Et c'est que plus tard que j'ai fini par piger. J'étais là genre putain, trop génial, parce que c'était l'époque, bah du coup c'était pas sur les réseaux sociaux, quoi, c'était des VHS que tu te passais. Et donc t'avais le truc, t'es là, c'est quoi ça, tac, tu regardes, et c'est magnifique. Et donc c'était vraiment marrant. Du coup, c'est à l'épisode 5-6 que t'as compris. Je sais pas exactement à quel moment j'ai tilté, mais quelqu'un a dû me dire, tu sais que... C'était vraiment plus dur. Bitoman, on parle de 94-95, et là on était déjà en 2001-2002. Mais en tout cas, voilà, vous avez participé donc quelque part à la pérennité de notre petite boîte de prod, modeste, et peut-être que No Life n'existerait pas. Si on avait mis la clé sous la porte au bout de 6 mois, je pense que on se serait dit c'est pas pour sûr. Nous, on va rester pigiste. Seb serait resté ingénieur informatique, moi je serais resté monteur, cadreur, réalisateur, enfin je ferais mes petits trucs encore, mais on n'aurait peut-être pas monté cette structure. Donc grâce à Game One, le copinage. Le networking. J'inclus Game One dans ce remerciement parce que après c'est eux qui sortaient les sous aussi et qui nous mettaient en avant dans la diffusion. C'est grâce à Game One que No Life existe d'une certaine manière. Clairement. Ça c'est beau, ça c'est un joli message. Ça, putain, merde. Et alors Thierry, donc après cette période Game One, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu, t'as fait pour Virgin 17, MCM aussi, non, juste l'émission. MCM aussi, je crois. Ouais, MCM d'abord, ensuite Virgin 17. Jeux sur MCM. Et ouais, un petit peu, je crois. T'as peut-être fait les trucs, voilà, mais pour GameProd en tout cas, et en parallèle pour Eurosport, petite émission sur les jeux sportifs. Et après ça, No Life. Bah ouais. Oui, j'ai suivi évidemment le lancement de la chaîne, donc j'ai entendu parler du projet lancé par Alex et Seb, et assez vite, moi j'ai proposé au début en fait un concept d'émission, je sais plus exactement comment ça s'est passé, qui était vue subjective. Et donc c'était mon entrée à No Life, j'étais entre guillemets pigiste. Moi je m'en souviens très bien. Le soir, je suis rentré, on a fait une soirée où on a invité nos amis proches. On dit voilà, on vous annonce ce projet, on a ce projet-là. Tout le monde était enthousiaste et avait envie de participer. Je me souviens, c'était génial d'avoir tout le monde qui disait j'ai une idée, je pourrais faire ci. Toi, tu as proposé tout de suite EXP. Et le soir même, j'avais un mail de Thierry qui disait ma passion c'est le cinéma asiatique. Est-ce qu'on pourrait faire une émission? Et voilà. C'était décidé le soir en rentrant. Et là c'était super, parce que subjectif, je me suis vraiment bien amusé. On l'avait, je crois que le premier monteur c'était Tristan, non? C'était Pili. Ensuite Tristan a développé le truc aussi. Et là c'est pour la première fois que je pouvais parler du cinéma asiatique complètement librement. Et donc me montrer des extraits de vieux films en noir et blanc, de perles coréennes, sud-coréennes complètement folles, et de films complètement barrés, des vieux et des récents hongkongais. C'était la grande époque où le DVD explosait un petit peu, et donc tu avais plein de nouvelles ressorties. Ils ressortaient tout en DVD. Ouais. Et tu avais tous les classiques qui débarquaient dans des super versions, etc. Et ça s'est calmé aujourd'hui. Dans un cadre de j'avais énormément de montrer d'images, tout à fait. Ensuite c'était galère parce que justement on devait
pouvait rester dans le cadre de la promo. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que ça tombe dans la fenêtre de sortie du DVD. Et ensuite, l'émission pouvait plus être diffusée, parce que les extraits qu'on diffusait étaient valables pour... on avait l'autorisation de diffuser l'émission pour 3 semaines, 3 mois, et voilà, quelque chose comme ça. Anecdote technique, c'était aussi la première mission 16/9 native de No Life. À l'époque, on diffusait en 4 tiers, et on n'était que sur Freebox. Et la Freebox a cette capacité magique de s'adapter à chaque format. Et quand ça passait à vue subjective, tac, ça se mettait en 16/9 sur ta télé, et après l'émission, ça repassait en 4 tiers. D'accord. J'avais fait un petit peu de voix, mais très rarement, c'était pour des doublages, puisque bon, sur le Diamond, on doublait les documentaires aussi, il me semble, certains documentaires étaient doublés, et donc du coup, j'avais fait quelques voix, mais pas très souvent. Et là, avec vue subjective, c'est la première fois où je faisais la voix d'une émission, et j'étais coaché par Fred. Oui, qui était qui me disait coacheur officiel. Carrément. C'est top. Du coup, on faisait appel à lui, effectivement, au début de No Life. Il faut bien comprendre que chacun, on se débrouillait comme on pouvait. On pouvait pas évidemment payer des comédiens professionnels pour venir faire les voix. Donc chacun faisait un peu ses voix. Et Fred avait un peu endossé ce rôle-là. Il venait, il donnait des conseils, il faisait un peu prof de théâtre, quoi. Donc c'est des bons souvenirs. Donc c'était vue subjective. Il y avait aussi, t'as fait un petit peu de comédie au début de No Life. Oui, tout à fait, Geeks Life, exact. Avec Nico. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, vous allez voir. Il a pas la même tête. C'est grave, il est tellement plus jeune. Moi non plus, j'ai pris 25 kilos de plus. Mais on n'avait pas la même tête. Jetez un œil au Geeks Life du début. Acting sur Noco, parle-en à tes amis. À partir de 3 €, je sais pas, je connais plus la formule. 5 €. 5 €. Mais l'excellence de l'acting, Thierry. Et donc, alors comment ça s'est opéré, cet état de, tu parles de ton kiff, le cinéma asiatique, et puis tu fais le connard avec Nico Robin et les autres, tac, tu deviens rédac chef au jeu vidéo de No Life. Comment ça s'est opéré, ça je crois que c'est Seb qui m'a proposé de reprendre le jeu vidéo sur la chaîne, donc on a longuement discuté avec lui et Alex, et donc puisqu'il n'y avait pas vraiment de... C'était Seb qui faisait rédac chef, et il avait clairement mais pas le temps, quoi. Il avait beaucoup de choses, il avait une boîte à gérer, tout un staff qui commençait à se mettre en place, etc. Et donc il m'a proposé de le reprendre, et puis donc j'ai repris, et puis on a mis en place un petit peu tout le truc, quoi, avec l'équipe de l'époque. C'était juste quelques semaines après que Ankama, on a fait le partenariat avec Ankama où ils ont décidé de financer la chaîne pour un temps. Et donc du coup, ça nous donnait le moyen d'engager Thierry, entre autres. On a aussi engagé Clément, je crois, à ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé. Ça nous a fait du bien par quelqu'un qui s'en occupait. Et je crois qu'une de tes premières tâches, tu m'as dit, les éditeurs ne connaissent pas No Life, je vais m'en occuper. Et tu as commencé à... On t'entendait au téléphone, vous connaissez pas No Life, mais on fait ça, et tu défendais le bout de gras. Et tu as toujours fait ça d'ailleurs, t'as pas arrêté. Ouais, même si ces derniers temps... maintenant c'est bon, là, les éditeurs, ils connaissent. Pas de soucis. Ça va, ils connaissent. Moins de problème. Mais effectivement, il y a encore 3-4 ans, des fois, t'étais amené, quand il y avait du changement chez les éditeurs, t'étais amené à rappeler que No Life, c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo, celle qui parle le plus de jeux vidéo au monde. Voilà. Vraiment. Tout simplement. Équipé l'animateur, les furies. Top niveau. Enfin, même pas envie de en parler plus tellement c'est un truc de ouf. Et donc voilà, ton aventure un petit peu à No Life. Enfin, on va revenir évidemment dessus, parce que c'est un extra life en 2 parties. Ça je vais laisser ma place à Aymeric. Tu vas bientôt laisser ta place à Aymeric. On a parlé du passé, on va parler de l'avenir. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, on va reparler un peu du passé aussi. Un petit peu passé à venir, en fait. Non mais tu vois, c'est plus tenu cette émission Extra Life. Moi j'aimerais bien avoir un peu... C'est parti, donc maintenant on fait ce qu'on veut. Moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu des conditions. Quand tu es arrivé, c'était une petite une petite pièce minuscule dans laquelle on bossait. Et comment... C'était un petit appart. Mais comment tu le vivais, ça? Parce que tu venais de Game One, où c'était quand même vachement plus confortable, et tu te retrouves dans une structure minuscule. Comment ça s'est passé? Pas beaucoup d'argent aussi, avec des moyens ridicules. Mais non, alors là pour le coup ça m'a pas vraiment traumatisé, quoi. J'étais ultra content de participer à une chaîne qui était en plein développement, avec des gens qui étaient hyper compétents.
Donc du coup, non, j'étais très satisfait. En plus, c'était à 2 pas de chez moi. C'est vrai. Non, c'était top. Non, bon, ensuite, le côté, c'est le début d'une chaîne, c'est logique, quoi. Tu commences jamais dans les côtés TF1, quoi. Bien sûr. Mais il y a le kiff du démarrage que tu peux ressentir. Tout à fait, ouais. De même dans certains jeux, au début, tu sais, tu galères, mais il y a le kiff du début, quoi. Plein de choses à faire. L'impression de contribuer vraiment au développement, à la naissance du truc. Puis il y avait une grande liberté. C'est-à-dire vraiment là, on pouvait proposer plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles idées. Il y avait plein de jeunes à former. C'est ce qu'on t'avait dit, je crois, dans les premières discussions qu'on a eues, c'est qu'on attendait toi que tu prennes vraiment le truc en main et que tu fasses vraiment ton truc avec, on cherchait quelqu'un qui avait une vision et qui pourrait défendre quelque chose. Une vision en plus avec laquelle on est d'accord, ce qui est important. Et c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié, travailler avec toi dès le début, mais sur toutes ces années, c'est que en ayant toujours cette liberté totale et en faisant les choses à ta manière, tu as toujours le professionnalisme et la délicatesse d'être concerné par les avis des autres. Est-ce que vous pensez que ça va? Et c'est très, très agréable de bosser comme ça, en bonne entente, donc avec toi, mais aussi avec d'autres personnes, évidemment de No Life, mais avoir cette relation, c'est précieux, et tu vas partir. Ouais, mais ça te paraît nul maintenant. J'ai pas de formule comme ça, choc, attends. Et toi, t'as une deuxième partie de l'émission. Mais c'est surtout moi, je vais partir. Tu vois, tu disais tout à l'heure que quand t'es arrivé à Game One, il n'était pas prévu que tu passes devant la caméra à la base. Et finalement, c'est peut-être dans ta carrière d'une vingtaine d'années en tout, c'est peut-être ce qui a occupé le plus d'années en fait. Parce que si tu prends les années passées à No Life plus celles passées à Game One, je suppose qu'en fait, où ça fait quasiment au moins la moitié. Ça doit être à peu près équivalent. À peu près équivalent. Ouais, toute la partie presse-papier plus Internet doit correspondre à la partie télé. À la partie télé, ouais. Donc, et finalement, est-ce que t'es 10 ans. content de t'être retrouvé, c'est quelque chose qui a fini par te plaire vraiment, ça, le fait d'être devant une caméra, tout ça, ou? Parce que devant une pas caméra, forcément. Clairement, devant une caméra, moi, j'aime bien discuter, échanger, etc. Donc, du coup, j'ai tendance à ignorer les caméras, ça, je m'en sors plutôt bien, et donc de parler avec les gens, d'où l'extra life. D'où l'extra life, qui est vraiment, tu vois, on discute entre les gens, on n'est pas devant une caméra. Moi, j'aime bien, en plus, par exemple, quand je faisais du doc, il y a des gens qui se mettaient en scène dans les docs. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Je veux vraiment que les gens s'expriment. J'ai rien à foutre à l'antenne. Donc non, c'est juste, ça s'est passé comme ça. T'étais pas le dernier qui sait peut-être faire le connard quand on faisait des trucs pour 18+. Bien sûr, ça me fait marrer ça, évidemment. D'accord, ok. Donc, mais d'une manière générale, t'es satisfait de tes prestations je suis un très mauvais acteur, mais je pense que ça part. De temps en temps, je pense que j'ai eu des pics, genre au niveau acting. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Là, tu viens d'en avoir un. Donc non, ça c'était plutôt rigolo. D'accord. Est-ce que on a fait pour cette partie-là, Alex, peut-être tu veux rajouter quelque chose parce qu'après tu le vois plus. Ah oui, donc faut préciser. On termine l'émission, Thierry se casse tout de suite. On le voit plus après. Donc tu veux peut-être lui dire quelque chose Moi, oui, merci Thierry. Merci, j'ai vraiment beaucoup appris à ton contact. J'ai notamment ce que j'admire, c'est ta gestion des crises, parce qu'on en a eu des crises. À No Life, on a eu des galères comme on peut même pas imaginer. Et je voyais comment tu réagissais à certaines crises, et moi je voyais comment je réagissais. Je me dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc j'ai pas encore réussi à atteindre ton niveau, mais j'ai bien observé, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis merci de t'être occupé. C'était quand même génial d'avoir quelqu'un qui s'occupait complètement de cette partie-là et en qui on pouvait avoir confiance. Parce qu'on l'a tous vécu un peu comme ça. C'était un peu le pilier, quoi, le bouclier. On sait, ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Donc, Alex aussi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise là? Non, mais c'est pas grave. Non, mais j'enchaîne. Non, juste une dernière chose avant de terminer juste cette première partie. Très vite, pour que les gens sachent, alors tu t'es exprimé, t'as tourné à 100% du vendredi, qui a été diffusé, vendredi dernier. Du coup, je passe de l'autre côté. Voilà, juste quelques mots là-dessus, comme ça, tu vois, tout le monde est au courant, tu sais, ceux qui n'auraient pas vu le 100% du vendredi. Donc Thierry, il part de No Life, voilà. On l'a même pas dit depuis le début. Ouais, c'est vrai, merde. L'émission s'appelle comme ça, spécial Thierry part de No Life. Et Thierry, tu vas où? Tu vas faire quoi? Rapidement. Donc là, je vais chez Ubisoft et je vais intégrer le pôle qui s'appelle le pôle IP. Et donc du coup, le concept, ce sera d'aider les équipes de développement à faire les meilleurs jeux possibles.
Ensuite, je pourrais vous expliquer plus précisément plus tard, parce que là, j'ai beaucoup de choses à découvrir, donc c'est vraiment un nouveau défi. C'est un truc qui est logique hein, pour un journaliste. Au bout d'un moment, quand tu es passionné par ton média, en l'occurrence moi c'est le jeu vidéo, quand tu passes 20 ans à critiquer des jeux, au bout d'un moment, tu as envie d'aider à les faire. Et donc du coup, quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisi. J'avais prévenu Alex et Seb bien longtemps que j'envisageais peut-être à un moment donné de partir. Et voilà, ça s'est fait. Donc du coup, je vais aider à développer des jeux. D'accord. Juste, je tiens à préciser qu'évidemment, là je me projette un petit peu dans plusieurs années, si l'aventure, on est toujours à la rédac de No Life encore truc, et qu'on reçoit, on est amené à critiquer un jeu où t'es au générique et dans lequel t'as participé, tu sais bien qu'on fera pas de cadeau si c'est de la merde. Ah non, mais il n'y a pas de problème, Préviens-les que le fait de découvrir le paysage en montant dans une tour, faut changer maintenant. Ah mais bien sûr, d'accord. Il faut toujours complètement tu leur dis de notre part. D'accord, je suis d'accord. Okay, cool. Je passe le message. Parce que nous, ça, on laisse pas passer ça. C'est normal. Et bosse l'histoire, dis-leur, bossez l'histoire, les mecs. Je suis d'accord. Médoc, Moguri. Ce serait bien qu'il ait toujours un job quand il quitte No Life. Oui, pardon. On va passer, si vous le voulez bien, et en même temps vous n'avez pas le choix, à la deuxième partie de cet Extra Life consacrée à Thierry Falcoz, dit le Falcon. Alex, on va le Falcon, le Faucon qui font sur le jeu vidéo. La presse vidéoludique, oui, voilà. comme un faucon. Avec l'œil. Alex, on va te dire au revoir, on va accueillir Emeric. On se met une petite virgule pour switcher ou on fait ça en live? Je propose qu'on se regarde quelques images de Thierry. On se regarde quelques images de Thierry et on se retrouve juste après pour la deuxième partie consacrée à Thierry Falcoz. De bien belles images. De retour sur le plateau d'Extra Life, le dernier Extra Life ever, parce que c'est indissociable, Extra Life de Thierry Falcoz. Je veux dire, c'est lui qui incarnait l'émission, c'est lui qui est venu, qui a proposé de faire une émission où on discute. Donc il part, l'émission part. Et dans cette deuxième partie, Thierry, si tu veux bien, on va discuter un petit peu de ton traitement du jeu vidéo sur la chaîne, un petit peu plus en profondeur avec un nouvel invité, donc Emeric, nouveau venu à la rédaction de No Life, donc qui vient nous filer un coup de main, parce que en permanent. Voilà, en permanent, évidemment, parce que depuis 2011 en fait. T'as stagé, t'as fait les piges, et maintenant tu viens pour nous filer un coup de patte. Thierry, qu'est-ce que c'est les émissions? Qu'est-ce que c'est les émissions? Thierry, il y a un truc qui te tenait particulièrement à cœur à l'époque où tu as commencé à taffer pour la télé, en l'occurrence pour Game One, mais que tu n'avais pas pu mettre en place et que tu as pu mettre très vite en place sur No Life. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est classé 18+. Classé 18+. C'est classé 18+. Je le dis à toi. Donc ouais, évidemment, ça s'est présenté, je crois que c'était avec GTA 4. Quand GTA 4 est sorti, on n'avait pas de case entre guillemets pour en parler. Donc 101% était diffusé évidemment avant 22h30 et donc du coup, on pouvait pas montrer des images d'un jeu 18+ avant 22h30 en télé et donc on pouvait pas en montrer dans 101%. Donc du coup, il paraissait logique de créer un rendez-vous consacré au jeu 18+, un rendez-vous qui serait comme 101% un melting pot d'émissions avec de la news, de la critique, du reportage, des rubriques spécialisées, etc. Et donc de créer ce grand rendez-vous. Et c'est GTA 4 qui a initié le truc. Logique. Donc c'est pas mal comme début, ouais, c'était sympa. Ouais. C'est sympa, alors avec des critiques ultra longues. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi les débuts, et tout début de Classé 18+, je vous invite à jeter un œil à Noco parce que c'était vraiment, en termes d'aspect visuel, c'était pas pareil. T'étais là, il me semble, avec un escabeau. Oui, je sais pas pourquoi. C'était dans l'appartement, le tout premier, il y avait un escabeau, on était dans une... Attends, au début, on n'était même pas dans une cave, on était vraiment dans la salle de tournage, sur le plateau de tournage. Et il y avait une bougie, enfin... Il y avait déjà Jean-Michel qui était là. Il y a déjà Jean-Michel, Jean-Michel a toujours été là, presque. Ça s'appelait Soirée 18+. C'est mieux Classé 18+, quand même. Soirée 18+. Okay. Soirée 18+. Et donc, t'avais la tête de Thierry. Ah ouais, j'étais dans l'ombre, on faisait des jeux de lumière, etc. Il y avait quelqu'un qui passait sa main devant les bougies, enfin, il y avait des trucs, quoi. C'était top. Moi, c'est quand j'ai vu ça, Thierry, que je me suis dit, attends, je vais lui proposer de venir m'incruster. Et t'as tapé l'incruste. Ça remonte à combien de temps, du coup? La première qu'on a fait ensemble, ça remonte. Je suis arrivé, genre, peut-être au 3e ou 4e numéro, non? C'était en 2008. Ouais, donc je suis arrivé très très vite. Ça fait 6 ans qu'on tente cette émission ensemble. T'imagines? Ouais, c'est ça. Ah bah ouais. Bah ouais, fais pas cette tête. C'était pas facile. Hein. Les années avec Médoc, c'est pas facile.
Donc, qui a 18 peur des plus. araignées. Alors il a fallu quitter la cave et aller dans un plateau de tournage avec le fond vert. Enfin, c'est terrible, terrible. Mais c'est pas une émission sur moi, Thierry, c'est une émission sur toi. Donc là, c'est 18+, que tu as pu installer, c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, même à l'époque de Game One, il me semble. Tu voulais installer ça, mais on t'avait opposé quoi comme on t'avait dit non, c'est pas possible parce que... Alors, je me rappelle plus exactement des raisons. Parce que en termes de rediffusion, c'est pas... Il n'y avait pas de case, donc du coup, pour eux, c'était compliqué, quoi. D'accord, voilà. Bon, bah, oui, ça s'est créé après. Mais depuis, ils sont attrapés, je veux dire, non, il y a JT 18+. Il y a d'autres choses que t'as installées à No Life, Thierry. On parle vite fait des Platycoons, d'un style de système de notation, mais on voulait pas que ce soit. C'est un feeling. Bon, ben profites-en pour rappeler ça. On va rappeler, oui, le Platycoon, moi j'aime bien parce que c'est vraiment, l'idée c'était de faire une ponctuation. C'est-à-dire qu'on avait des parties qui étaient assez froides. On a toujours structuré nos critiques avec une intro, ensuite l'histoire, ensuite le game system et ensuite la conclusion, où on aborde la partie technique du jeu et on résume un petit peu les défauts et les qualités. Et donc du coup, c'était, je trouvais intéressant de suivre un petit personnage en pixel art parce que je kiffe le pixel art et donc qui avance comme ça au fil de la critique et qui rythme les parties, qui à la fin fasse quelque chose qui donne un petit peu le feeling tout simplement de la critique et de la personne qui a rédigé cette critique et qui illustre en fait la conclusion. Donc ce n'est pas une note, mais on avait décidé aussi de faire plusieurs types d'animations pour avoir un degré de on est content, on n'est vraiment pas content, mais on n'avait pas communiqué dessus. Donc c'est vous téléspectateurs qui vous vous êtes rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait un truc et que les animations signifiaient quelque chose. Ouais, parfois c'est quasiment la même simulation. Il y a des petits détails en fond, mais il y a des petits détails qui changent. Et en parlant des critiques, c'est des choses que tu as déjà dit à plusieurs reprises, mais tu as toujours insisté sur le fait critique, pas test. Sur le fait qu'il fallait appeler ça des critiques, pas des tests. Pour moi, tu vois, très souvent, il y a un débat qui revient. Le jeu vidéo, c'est un art ou c'est pas un art. Moi, la question, la réponse, elle est évidente. Le jeu vidéo est un art. Donc à partir de ce moment-là, on fait des critiques, on fait pas des tests, c'est pas un produit, c'est une œuvre. Et derrière, un de mes trucs qui me tenait le plus à cœur, c'était vraiment de ne pas taper sur les développeurs. On met en avant le travail des gens, donc on explique qui a fait le jeu, on explique dans quel contexte si on a les informations, et on explique les intentions, et ensuite on donne notre avis sur le résultat. Mais à aucun moment on va dire « Ah, ces développeurs, ils ont vraiment fait un boulot de merde ». Parce que très souvent, le développement d'un jeu, il y a des tas d'aléas possibles et ils peuvent partir avec les meilleures intentions du monde et au final avoir un titre qui tient pas complètement la route. Donc pour moi, c'était très important de ne pas taper sur les créatifs. On critique l'œuvre, on critique pas les créatifs. D'accord, voilà. Ok, très bien. Et tu penses pas quand même, il y a des fois où peut-être pas dans le développement, mais dans la manière que l'éditeur a eu de te proposer ça, il y a un petit peu de foutage de gueule ou un petit peu de facilité. Mais très souvent, ce sont des décisions qui n'appartiennent pas toujours à l'équipe de développement, qui appartiennent au staff marketing de l'éditeur, qui va dire on va plutôt faire ce type de jeu, et les gens sont là, ok, ils n'ont pas vraiment le choix, mais ça dépend. Mais depuis le début, tu as toujours eu un respect pour les équipes de développement. Moi, j'ai toujours trouvé dommage, en fait, pour le cinéma ou pour la musique, etc., il est très facile de me montrer quelqu'un, tu vois, pour un film, on va recevoir Brad Pitt et Angelina Jolie. Pour le jeu vidéo, c'est compliqué puisqu'on les connaît pas. En fait, la plupart du temps, les développeurs, à part Michel Ancel, Miyamoto, David Cage, quelques-uns, Richard Garriott, on n'en connaît pas des masses. On commence à en connaître de plus en plus grâce à Internet, grâce au fait que on a de plus en plus d'images de ces gens-là qui s'expriment de plus en plus via des interviews. Et donc, du coup, je trouve ça bien qu'on voit un petit peu qui fait les jeux, parce qu'évidemment c'est des créatifs derrière, donc du coup ils ont des idées, ils ont des envies, et puis de temps en temps on avait fait un extra live dessus, on peut considérer qu'il y a des jeux d'auteurs, donc avec des thématiques fortes, propres à une personne, que l'on retrouve sur l'ensemble de leur création, comme on peut l'avoir avec Spielberg ou avec James Cameron, avec Michael Mann, etc. pour le cinéma. Et je reste sur les critiques un petit peu, la forme des critiques, ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir choisi donc d'installer du introduction, histoire, gameplay, game system, puis conclusion, c'est toi qui as mis ça en place ou pas? Parce que c'est pas nécessairement évident d'avoir ça à la télé en fait. Ouais, je crois que c'était déjà en partie en place à l'époque, et c'était Seb et Alex qui avaient mis. Et moi, cette structure me convenait parfaitement. Très bien, parce qu'en fait, c'est très bien. Là, on est habitué à ça. Moi, je sais qu'on est habitué à ça, mais c'est pas évident d'avoir ça à la télé en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas il me semble pas que c'était le cas sur Game One par exemple à l'époque. Il y avait plus de tests. Les critiques étaient vraiment beaucoup plus courtes sur Game One. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors que nous, on s'offre une nouvelle fois.
on a l'opportunité une nouvelle fois d'avoir des critiques de tailles différentes et donc de se lâcher, de faire correspondre en fait notre critique plutôt au jeu et non pas à un format dédié par l'antenne au final, par la programmation antenne. Ok, alors toujours concernant le traitement du jeu vidéo, il y a les signatures aussi, au bout d'un moment c'est venu ça, les signatures indispensables. Alors c'est marrant, parce que tu dis ça comme si, bah oui, ça vient de la presse papier. Ça a mis du temps à venir. Ça a mis du temps, ouais. C'est parce que moi, en presse papier, une nouvelle fois, lorsque j'étais lecteur, il y avait des signatures qui me plaisaient. Tu vois, par exemple, Sébastien Hamon, je le suivais, je lisais tous ses articles, et il me semblait important qu'on puisse identifier à un moment donné, ok, telle personne fait ces critiques-là. Et donc du coup, en tant que téléspectateur, en tant que lecteur, tu peux t'identifier et te dire, ah oui, lui, il a plutôt mes goûts. Ou lui, je suis très curieux de voir ce qu'il va penser de tel type de jeu. En fait, on a chacun nos spécialités, on finit par s'approprier un petit peu cette rédaction parce que tout simplement les articles sont signés. Et donc ça crée un rapport qui est humain et amical, qui est, je trouve, intéressant. C'est une info supplémentaire qui a vraiment une grande valeur pour moi. Ça l'est d'autant plus maintenant qu'on fait nos propres voix aussi pour les critiques. Ouais, avec les voix, du coup, c'est presque, on peut plus c'est plus facilement identifiable. Mais avant, c'était une voix pour toutes les critiques, donc on ne savait pas qui faisait les critiques. C'était le suspense jusqu'à la fin. Voilà. Il y a certains auteurs, ça se reconnaît ça se reconnaissait très vite. Effectivement, ce que j'allais dire. Vas-y, tu voulais non, dire... j'allais dire ça justement. Je crois qu'il y avait même un jeu sur le forum, certains s'amusaient à deviner en fait avant la fin de la critique qui écrivait. Qui écrivait quoi. Même moi, je le fais de temps en temps. Alors il y a aussi être rédac chef jeux vidéo à No Life, ça implique de faire des choix et dont certains sur lesquels on va te poser des questions. Donc il y avait une sélection des jeux traités évidemment en tant que rédac chef. Tu regardes ce dont on va parler, mais il y avait aussi des jeux très clairement ceux-là on n'en parlera jamais. Les Sims par exemple. Les SimCity. Non, pas SimCity, pas SimCity. Les Sims, évidemment, SimCity. Pourquoi ça, c'est marrant, ça, c'est du jeu vidéo quand même. Ouais, c'est du jeu vidéo, mais en fait, c'était une simulation de vie qui, pour moi, véhiculait un message qui n'était pas positif. Donc, le concept d'un jeu où, pour gagner et pour quelque part réussir, il faut avoir la plus grande maison possible, avec une piscine si possible, de manière à avoir plein d'amis, parce qu'évidemment, t'as une piscine et t'as une grande maison, et à ce moment-là, tu gagnes. Moi, ça me plaisait vraiment pas. Et ensuite, là pour le coup, c'était clairement un jeu qui était, même si le concept vient de Will Wright et c'est brillant comme idée, la simulation de vie, on en a eu plein là depuis, les Animal Crossing, etc. Mais c'est le concept, l'idée, l'idée que ça poussait, ça ne me plaisait vraiment pas. Elle me plaisait vraiment pas. Est-ce que Et donc j'ai eu l'opportunité de dire bah oui, ça me plaît pas trop, et donc du coup c'était ok pour Alex SM, et donc on n'en a pas parlé. D'accord. Est-ce que il y avait d'autres jeux ou d'autres séries? Ah oui, Non. Ensuite il y a il y a pas d'autres jeux, d'autres séries. Pas spécialement. Je crois pas. D'accord, ok. Ouais. Moi non plus, je réfléchis parce qu'on bosse ensemble. Enfin, on bosse ensemble en fait. Et donc je crois pas, Thierry, qu'il y ait d'autres jeux. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant un petit peu évoquer ces accusations entre guillemets, enfin en tout cas cette répute que tu traînes de fanboy de Nintendo. De fanboy. Ah mais la réponse, ça sera toujours la même. Alors, donne-la. Est-ce que tu peux dire à un mec qui adore le cinéma, genre toi t'es vraiment un fanboy de Kubrick? Le mec il va te répondre bah oui je suis un fanboy de Kubrick, j'aime le cinéma. Et moi je te réponds bah oui je suis un fanboy de Nintendo, j'aime le jeu vidéo. Et donc Nintendo a tellement apporté au jeu vidéo, a tellement apporté en termes de mécanique de jeu, de prototypes, d'idées, etc. Même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, chaque jeu Nintendo est un événement. Et il y a vraiment peu d'éditeurs qui peuvent se targuer de faire la même chose. Donc on doit avoir, je sais pas, Blizzard, Naughty Dog. Ouais, ça va vite être compliqué, Nintendo. Et donc du coup, oui, c'est indispensable. Je pense que si t'aimes le jeu vidéo, t'es obligé en partie d'aimer au moins un jeu Nintendo. Zelda a posé les bases de tellement de jeux. Ils ont inventé le jeu vidéo en partie aussi. Ils l'ont développé, en ont fait le produit, enfin l'œuvre d'art que c'est aujourd'hui, quoi. Et alors comment est-ce que tu arrivais à manager cet amour que tu caches pas pour Nintendo et le fait d'essayer de rester un petit peu objectif, un petit peu. Mais moi ça m'a jamais posé problème. Alors ça, le côté être objectif, je ne pense pas ne pas avoir été objectif à un moment donné. Donc même si je connais le développeur derrière et que c'est le meilleur de mes potes, si son jeu est pas bon, je le casserai. Je m'excuserai, je lui dirai je suis désolé, c'est comme ça. Oui, je suis poli. Et ensuite pour un jeu Nintendo, j'ai déjà cassé des jeux Nintendo. Donc du coup oui je faisais les critiques parce que je savais que j'allais quand même passer beaucoup de temps sur ce jeu que j'en fasse la critique ou pas. Donc autant faire la critique quelque part. Et parce que ça c'est un truc qui est particulier en bossant en presse P. Au bout d'un moment,
t'as presque l'impression de perdre ton temps lorsque tu joues à un jeu, mais derrière tu fais rien sur le jeu. Tu as pas de test, pas de critique, pas d'émission, etc. C'est un feeling que tu perçois un petit peu ce qu'il raconte. Bah oui, moi je m'arrange pour faire des trucs après. Quand je passe beaucoup de temps sur un jeu qui est pas prévu pour une critique ou quoi, j'essaie de m'arranger pour dire non mais ce serait bien d'en parler. Il y avait aussi dans Extra Life par exemple, on revient sur Diablo 3 ou autre, bah évidemment quand tu passes 500 heures ou DQ9, Dragon Quest 9, quand tu passes 500 heures sur un jeu, bah tu as des choses à dire automatiquement. C'est un autre level en termes d'appréciation du jeu, et donc du coup tu communiques d'autres idées, et puis les spectateurs, bah, ça leur donne une idée du endgame de certains titres, ou alors ils se reconnaissent dans tes aventures, etc., parce qu'ils ont vécu les mêmes et qu'ils ont passé autant de temps, voire plus de temps que toi sur un jeu. J'aime bien. On va parler maintenant, Thierry, donc on a parlé un petit peu du traitement du jeu vidéo, un petit peu de ce que t'as apporté. On n'a pas été exhaustif, hein, t'as apporté tout en fait en jeu vidéo, mais là pour No Life, avec des équipes oui, ultra bien sûr, performantes. Avec des tueurs. Non mais ça c'est l'évidence même. Je crois que c'est pas utile de le préciser. On va discuter un petit peu maintenant, si tu le veux bien, de ce qui va se passer après toi. Ouais. Parce que No Life continue, hein, on continue de parler de jeux vidéo. On a envie de rester une des chaînes qui parle le plus de jeux vidéo et qui essaie d'en parler Moi, c'est pas compliqué, je peux te répondre en partie déjà en disant qu'à la fois partir de Life, évidemment, je suis très triste de partir de Life, et en même temps, je suis content parce que je suis curieux de voir ce que vous allez faire maintenant. Donc, je suis curieux de voir No Life dans 6 mois et voir à quoi ressemblent les critiques, à quoi ressemblent les émissions, quels sont les nouveaux concepts d'émissions, etc. Moi, j'aime bien ce concept de ok, bah, je m'en vais, maintenant, c'est à vous de vous réapproprier l'ensemble des programmes et du traitement du jeu vidéo. Et alors, j'ai toute confiance et je suis juste curieux. D'accord. Ben, on va en profiter un petit peu pour expliquer comment ça va se passer. Ouais, rapidement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est une décision qui a été prise en commun avec un peu tout le monde, y compris, enfin toi on en a parlé aussi longuement, on en a parlé avant que tu partes. C'est-à-dire que pendant la saison, le bout de saison qui reste là jusqu'en juillet, on va au lieu de mettre une personne à ta place entre guillemets, un rédacteur en chef qui te remplacerait totalement dans toutes tes fonctions. On va créer une sorte de comité de rédaction en fait, c'est-à-dire que donc qui va se partager principalement entre nous trois, Mehdi, Emeric et moi. Avec Manu effectivement bien sûr, parce qu'en fait, Manu s'occupe principalement des news aujourd'hui de jeux vidéo. Emeric, tu vas être amené à le remplacer. Qui sera responsable du coup des news de 100%. Voilà, donc ça n'implique pas que Emeric écrive toutes les news, mais c'est lui qui coordonne en fait le planning des news, demander aux gens d'écrire des news, etc. Parce qu'en télé, c'est une sacrée organisation. Hein. C'est pas juste on écrit, hop, on est tranquille. Là. Il y a plein d'étapes à respecter. Il y a le speak, il faut que la personne qui fasse le speak soit là. Il y a les saisies, que toutes les images pour le montage des news ou autres soient disponibles pour les monteurs, que toutes les infos soient données également aux différentes personnes qui communiquent sur la chaîne, que ce soit Sylvain ou autre. Et puis de toute façon, les brèves, l'actu, c'est je vais devoir apprendre. C'est pour ça qu'on va le faire progressivement. Parce que moi, je viens d'arriver à la chaîne, donc Menu me fait heureusement, on va le faire, t'inquiète, on va le faire. Ça va bien se passer, parce que moi, j'étais un peu paniqué, mais donc je vais apprendre tout ça, je vais le faire bien, en tout cas. C'est ce que je vais faire au maximum, en tout cas. Et c'est pas tout en termes de choses qu'on doit annoncer au niveau de la rédaction. Enfin, donc Emeric. Oui, bah bien sûr. C'était la première partie. Oui, il y avait 3 parties. Première partie. Ok. Bon, je fais comme ça. Voilà. En deuxième partie, je commence. Tu vois, je finis par moi. Deuxième partie, donc c'est toi qui va t'occuper, Mehdi, qui va t'occuper de 18+ principalement. Donc qui va être chef de rubrique 18+, entre guillemets. Enfin, ça correspond. Chef 18+, si tu veux, chef 18+. Tu savais que ça allait arriver, Thierry. Tu savais que ça allait arriver, Thierry. Il a réussi à me piquer ma place. Ouais. Depuis le début, je l'avais senti. Hein. En 2008, déjà, j'étais lui, il va essayer de me piquer ma place. Moi Animateur VIP 1-1. Non, mais ça, c'est un long plan qui se déroule depuis longtemps. Mais c'est un cacakou, en fait. C'est ce qu'on appelle un cacakou. C'est ça. Et si t'avais des lunettes, tu les redresserais comme ça. Et je dirais que tout s'est déroulé selon lui. Ce cacakou. Ce cacakou. Voilà. Donc c'est des petits coups de fil passés à Ubi depuis longtemps en disant regardez, surveillez-le, il est très bon. Cacakou signifie plan. D'accord. Ouais. Pour ceux qui se demanderaient ce que veut dire Kekaku. Voilà.
Donc je vais m'occuper effectivement de 18+, que ça fait quasiment depuis le début qu'on fait ça ensemble. Je vois un petit peu comment t'as fait, et puis je sais m'occuper d'émissions, tu sais, j'ai fait ça par le passé, tout ça. J'ai déjà donné des gros coups de patte. Ouais, j'ai pas peur. Il y a des 18+, il y avait que mon nom. Hein. Il y a des 18+, il y avait que mon nom. Ouais. Donc voilà, je le dis une fois. Continue, s'il te plaît. Voilà, et donc il reste ensuite 100%. Donc c'est-à-dire les critiques quasi quotidiennes en semaine, et le reportage presque hebdomadaire aussi, parce que c'est pas tout à fait le cas. Et ça, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc je me fais niquer, hein, comme on dit. Comment on dit en fait, comme on dit. Voilà. C'est un énorme boulot d'organisation. Mais en fait. Là, on vient de vous dire un peu comment on se divise les tâches comme ça, mais ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'on va bosser ensemble jusqu'à la fin de cette saison, parce qu'on va continuer à garder les choses un peu telles qu'elles sont. Ça n'aurait pas de sens de tout changer maintenant, de tout changer à mi-saison en fait, et puis juste après que tu partes. Ce serait pas sain de faire ça comme ça. Donc, on va continuer cette saison à peu près comme elle a commencé, en fait, à quelques exceptions près, c'est-à-dire plus de Extra Life après celui-ci. Ouais, c'est ça, je voulais préciser juste un truc. Donc tu parlais classé du plus 100%, Linux 100%. Évidemment, il y a plein d'autres émissions, mais là, pour le coup, vous allez vous les partager et faire ça ensemble. Donc Je Top, par exemple, il y a Place to Be, enfin il y a un max de trucs que vous faisiez. Tout le contenu entertainment de la chaîne sera évidemment toujours là. Il y a plein de choses. Et puis bon, si Extra Life disparaît, ça ne veut pas dire qu'un nouveau talk show pourrait faire son apparition prochainement. Un format différent. Évidemment, parce que ce qu'il y a, c'est que sur la chaîne, on aime bien discuter de jeux vidéo. Ouais. On aime bien être en mode discussion aussi, parce que c'est plutôt à l'aise. Moi, j'aime bien ce format. Et puis, des fois, on est amené à recevoir des gens. Voilà, faut bien qu'on trouve un espace où les faire parler. Donc, évidemment qu'on va se pointer avec une émission où on tchatche. Qui ressemblera sûrement à Extra Life. Voilà, qui aura peut-être un fond similaire. On va peut-être changer ça Extra File. Voilà, Extra File. Un truc, on trouvera quelque chose. Mais voilà, on va essayer de garder. C'est-à-dire qu'en gros, pour les spectateurs, ça changera pas énormément dans cette fin de saison. On testera quelque chose, forcément, le temps de prendre nos marques et de tester des choses. Mais tout ça, c'est dans l'idée d'arriver à la rentrée prochaine, en septembre prochain, donc avec par contre des nouvelles idées. Parce qu'il faut profiter de ton départ qui est dur à encaisser. Enfin, c'est forcément dur à encaisser pour tout ce qu'on a vu dans ces deux parties là d'émission. C'est forcément dur à encaisser, mais on peut en faire quelque chose de bien justement en profitant pour faire des nouvelles choses. Comme tu dis, t'es curieux de voir ce que c'est ça. À votre façon. Ouais. On serait ni légitime, ni efficace, ni satisfait d'essayer de faire ce que t'avais façonné toi, de ce qu'on faisait jusqu'ici. D'essayer de le reproduire. Enfin, c'est pas comme ça que je vois le truc, donc on va essayer de vous réapproprier le truc. Ça va être cool. Donc, ça va pas être évident, mais voilà, on va faire ça. J'ai hâte de voir quand même Médoc en cravate en septembre prochain. Médoc avec la cravate, en train de ghoster son talk show avec son petit café. Voilà. Ah ouais, parce qu'il a... Changement complet. Voilà. Il y a très très peu de chance, hein. Tu sais que c'est... Ou mono-animateur sur classé du plus. Ouais, mais il va essayer de se placer. Mais là, ça va être les guerres intestines, parce que tu vois, s'il fait des trucs pas bien, moi je lui refile des salles critiques 100%, mais il peut se venger en me filant des salles critiques 18+. En fait, on va s'entrebouffer, lui, il peut nous lâcher des news, on n'est pas content. Ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer, mais le but, c'est que les spectateurs ne s'en rendent pas compte. Donc nous, on s'entrebouffe, mais on ne se supporte pas à la ville. Ça fait de toute façon déjà 3 ans qu'on ne se parle plus en dehors des plateaux de télévision. Et les gens qui dorment sur le canapé, qui est très confortable du reste. Écoute, on en a racheté un exprès, donc tu vas pas commencer pas à la télé. Mais quand alors, si c'est pas devant la télé, bon. Mais voilà, et donc l'idée, je pense, désolé, je continue, parce que l'idée, c'est, je pense en tout cas, d'avoir cette situation où on est tous ensemble pour une fin de saison, mais je pense que le but, c'est quand même d'arriver à la rentrée avec un rédac chef, ou une rédac chef, je sais pas, avec une personne en tout cas, parce qu'il faut, c'est nécessaire, et on l'a bien vu avec toutes ces années que tu as passées à No Life, il est nécessaire d'avoir une personne qui a une vision. Cette personne, c'est à la fois une locomotive pour la rédaction, c'est aussi un bouclier. Enfin, c'est vraiment un point de contact qui permet de protéger l'ensemble de la rédaction. C'est ça, et c'est un truc que j'ai pas eu en grande partie dans ma carrière de presse papier, et c'est un truc dont j'ai souffert.
Donc j'étais pas protégé par le rédac chef. Et je me retrouvais genre au téléphone avec des gens qui essayaient de changer mes notes, etc. J'étais vraiment pas protégé. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et c'est quelque chose que nous extrêmement bien fait à No Life. Enfin, nous jamais on a eu. Moi, ça faisait longtemps que j'étais dans le milieu, donc j'étais moins exposé. Les gens me connaissaient, on pouvait pas trop me faire chier, quoi. Les fois où j'ai les éditeurs au téléphone, c'est vraiment pour dire bon, il y aura un +1 quand je viens à ta fête, quoi. C'était vraiment. C'était +1, il parle pas de la note du plastique. Non, parce qu'après les gens. Je ramène les gens à des fêtes. Mais c'est les seuls contacts. Jamais on a eu de ce style de problème. Mais jamais t'as eu à faire le bouclier comme ça en tant que rédac chef à No Life. Non, mais le fait de toute façon, comme tu dis, t'étais dans le milieu depuis longtemps, et le fait que tu sois là, le fait qu'il y ait une personne rédac chef, c'est nécessaire, je pense, pour moi, dans une rédaction, même si ça ne change rien au fait que tout le monde doit travailler ensemble, et on le faisait là parce que pendant longtemps le chef en fait ça veut rien, enfin c'est un titre, c'est moi qui gérais les trucs, qui faisais tous les plannings, bande de bâtards. Super. Donc, je faisais tous les plannings et je faisais une grosse partie du contact éditeur, mais bon au final on bossait tous ensemble, hein. Bien sûr. Moi j'ai toujours détesté le concept du rédac chef qui se contente de gérer et qui ne met pas la main à la pâte. Bah oui, donc du coup, moi, des critiques, des reportages, etc., j'avais aucunement l'intention d'arrêter. Mais parce que j'adore faire ça. C'est ça qui, quand il y a quelques mois maintenant, pas mal de mois, on a appris que, il était possible que tu partes. J'ai été grandement déprimé, pour de vrai, parce que t'es un mec qui écrit beaucoup. Tu fais beaucoup de critiques. C'est ça le truc. C'est que le mec, il écrit beaucoup. Et donc, il fait beaucoup de critiques. Donc, s'il part, qui c'est qui va les faire? Et c'est pour ça que je l'ai dégoûté. Je suis pas content. Je me suis dit, oh merde, Thierry, on va plus le voir tous les jours et tout. Mais, putain, qui c'est qui va faire toutes ces critiques? Donc, c'était la déprime, la panique. Et là, je suis toujours pas serein. Je sais pas, bon, il y a Emric et tout. On a oublié de préciser quand on dit qu'est-ce qu'on va faire après le départ de Thierry. Là, on vous donne les plans, mais on a oublié, les 2 premières semaines, on va paniquer. Les 2 premières semaines, on va regarder un peu courir comme ça. On va courir un peu partout, et puis ça va se tasser après, et puis voilà. Ah, des messages des cagoules de poisson. Pardon, on va chialer. Il y a un de vous qui va. Mais j'arrête tout. Je suis au BDR. J'arrête. Faut préciser qu'on continue, les pigistes avec lesquels tu bosses, on continue de bosser avec, hein. On n'est pas tout seul. Voilà, Ung et Gab, on n'est pas que bien sûr. Et puis Serpirou qui continue à filer des coups de patte. Seb quand il a le temps, ou même Alex Tac, critique et tout. Donc j'essaie de me rassurer. Beaucoup de gens qui aident. Non, ça va être cool, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui va se passer là dans les prochains mois, et puis de manière ce qui va se passer à la rentrée septembre 2015, vous verrez bien. N'oublie pas de demander un souvenir, tu sais, pour mon souvenir. Ouais. Un souvenir. Ok, je l'ai déjà fait mon souvenir. Ouais, je sais bien, j'ai essayé de garder bon contact. Petit type, ça. Thierry, tu continueras, tu nous fileras peut-être des nouvelles, tu sais, d'ici quelques mois. De toute façon, on se verra régulièrement dans Diablo 3. Oui, de toute manière, ça fait plusieurs soirs qu'on se connecte et puis on essaye de looter ensemble. Et oui, évidemment, je passerai à la rédac et puis qui sait, je pourrais peut-être faire inviter sur le futur talk show. Ça peut être vraiment très rigolo. Pour Far Cry 6. Et je continue. Les infos sur Far Cry 6 ou pas? Et je continuerai à vous suivre sur la chaîne. Pour le coup, curieusement, j'étais clairement pas la personne à No Life qui regardait le plus la chaîne, parce que quand tu fais les programmes, les revoir c'est un truc à devenir fou. Et donc du coup là, en quittant la chaîne, je vais pouvoir regarder No Life beaucoup plus que je ne le faisais avant. Bah tu vas voir. Bon, donc je vous enverrai des petits mails de temps en temps. Attention. Non, je te préviens. Quand tu zappes, normalement, tu tombes sur un clip. Je connais les heures. Et puis il y a Noko, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai. J'espère que vous allez me laisser mon abo. Vous me laissez mon abo. Sinon, ça faut voir avec Seb et Brian. Non, mais oui, ou sinon tu prends. Écoutez, monsieur Falcoz, nous allons voir ça avec les autorités compétentes de la chaîne. Je vous enverrai une demande. Ok, bon, on déconne et tout, mais c'est pour masquer un petit peu la tristesse. Thierry, écoute, qu'est-ce qu'on peut te dire, mec? Merci. On n'a pas fini de parler de vous. J'espère qu'on va être amené à reparler de toi. Merci pour ce moment. Oui, tu veux? Je voulais qu'on le dise. Ouais, c'est important. Bah, dis-le. Bah, je l'ai dit 3 fois, là. Les auditeurs et les spectateurs sont déjà saoulés depuis longtemps. Merci pour tout, Thierry. Pardon pour certains trucs. Non, c'est le moment. De rien pour d'autres. Bonne chance. Cool. Stay frosty. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter d'autre, Kevin, Émeric? Moi, je vous souhaite en tout cas bonne chance également. Réappropriez-vous la chaîne. Faites en sorte que No Life continue encore 1000 ans. Et enfin, 1000 ans, ça fait beaucoup quand même. 1000 ans, ça fait beaucoup. Quoique, si... 1000 ans, 1000 ans. On reste sur 1000 ans. Et voilà. Ok, ben c'est là-dessus qu'on va se quitter, c'est là-dessus qu'on Est-ce que termine. tu veux faire la conclusion du dernier Extra Life? Ah ouais. C'était pas prévu, viens, on fait ça. Allez, c'est pas prévu. Allez, c'est pas prévu. Allez. Alors, attends, il faut que je récupère. Vas-y, prends ton mic. Essaye de te mettre à la taille qu'a Thierry. Ouais, bien sûr. Comme ça implique pas un recadrage de caméra. Pas de souci. Alors, Médoc est beaucoup plus petit que moi. Je vais le mettre comme ça. Jusqu'à la fin, tu raconteras de la merde. Fais chialer les gens. Thierry, c'est la dernière fois. Extra Life, c'est la dernière fois. Là. Voilà, c'était une émission en compagnie d'Alex, qui a quitté le plateau il y a quelques temps, mais maintenant, il y a Émeric, Moguri et Médoc. C'est la dernière émission d'Extra Life. Je vous remercie de l'avoir suivi et de m'avoir suivi sur No Life. Je souhaite une très longue vie à No Life. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les équipes présentes. Et je sais que le taf va déchirer, donc j'ai hâte de voir ça à l'antenne, comme vous. Salut tout le monde.